Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents ici ce soir. Merci à Monsieur le maire de nous inviter et merci à vous. Donc, je me présente, Claire Mériot, je suis la présidente de l'association Attention Mine qui organise ce soir la réunion et dont d'autres membres sont ici présents ce soir. Donc, alors, l'association Attention Mine existe depuis janvier 2016. En fait, elle s'est créée suite à l'obtention du permis dit de CIFIAC, du PERM, permis exclusif de recherche minière de CIFIAC, au mois de septembre 2015. Elle s'est créée parce qu'en fait, ce projet est arrivé d'une manière très violente, sans aucune concertation, préparation. Nous avons tous été surpris de cet accord, enfin de ce projet de mine et puis après de l'accord donné par l'État, les élus également. Donc nous nous sommes penchés sur le dossier qui avait été présenté par la société Variscan pour l'obtenir et nous y avons trouvé beaucoup de minimisation d'impact sur l'environnement, des promesses qu'on a, enfin économiques, qu'on a étudiées et qu'on a mis un petit peu dans la balance. On s'est rapproché de juristes pour comprendre un petit peu dans quel contexte avait été accordé ce permis, le contexte légal. On a trouvé pas mal de choses à revoir. Et donc, on s'est constitué en association, on existait en collectif. On s'est constitué en association pour pouvoir agir au tribunal, notamment, ce que nous avons fait donc à la fin de l'année 2015 et après à l'année 2016, d'abord par un recours gracieux contre ce permis, puisque nous y avions vu beaucoup de lacunes et beaucoup de sujets à contester. Le recours gracieux ayant été refusé, nous sommes passés à un stade supérieur qui est un recours contentieux, qui est porté par une autre association, puisque nous étions trop jeunes à l'époque, l'association NPCB, dont Dominique Williams, qui est présente ce soir, est une représentante. Donc voilà, alors Attention Mine, outre ce recours en justice, organise des réunions d'information. Nous en sommes à la 11e ce soir sur les 14 communes du périmètre de CIFIAC. Nous éditons un dossier complet sur la problématique de la recherche minière. Nous sommes relayés aussi par un autre site, puisqu'il y a une autre association sur le permis de CIFIAC qui s'appelle Mine de Rien, qui fait un site très très bien qui s'appelle Alternative Projet Minier, sur lesquels vous pouvez trouver des informations sur tous les permis bretons et en France, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a une volonté de l'État de relancer l'exploitation minière, c'est pour toute la France également. Voilà. Et nous avons aussi une page Facebook et une possibilité aussi de dons en ligne. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Merci. Voilà, donc bonsoir à tous. Comme le disait Claire, nous allons donc vous présenter un diaporama qui est la synthèse des observations que nous avons faites en lisant le dossier présenté par Variscan lors de la consultation du public en 2014. Et cette lecture nous a amené à constater qu'il y avait un certain nombre de points qui auraient dû être traités et qui ne l'avaient pas été, et d'autres qui avaient été traités de manière extrêmement rapide, on va dire, et légère, et qui traités de manière très très expéditive et avec une vision assez optimiste de la question. Mais je crois que c'est nettement mieux. Merci. Donc, ça nous a amené à nous interroger, parce que nous n'étions pas spécialistes de ces questions-là, a priori, mais simplement avec notre jugeote de citoyens lambda. Donc nous avons d'abord lu des documents de référence sur la question, et puis lorsque nos interrogations persistaient, nous nous sommes rapprochés d'ingénieurs, de juristes, de spécialistes de chacun de ces domaines,
et nous leur avons demandé de nous éclairer sur ces interrogations qui persistaient. Donc ce que vous avez là, et ce que vous retrouverez, on en parlera à la fin de la présentation, sur le document de synthèse, si vous souhaitez le télécharger à partir de notre site internet, tous ces éléments-là donc, sont le fruit de nos interrogations, mais aussi après vérification auprès de personnes compétentes. Ça, nous tenons à le préciser. Donc nous allons ce soir vous parler des permis miniers bretons, centre breton, parce qu'ils sont assez groupés en 13 Brest, et de celui de Sylviac en particulier. Alors, nous avons... Nous avons, je vais commencer par la périphérie. En fait, ce qui intéresse Variscan, c'est le massif armoricain. Donc tout ce massif de roches, de granit, magmatique, qui s'étend depuis le Cotentin jusqu'à la Vendée, aux frontières avec le Maine-et-Loire. Et c'est la raison pour laquelle Variscan a déposé moult demandes de permis miniers en France, mais la Bretagne, comme ça, la Bretagne, on a vraiment gagné le gros lot, puisqu'on a droit à 6 permis pour l'instant, mais il y en aura d'autres qui vont venir plus tard. 2 en frontière Maine-et-Loire, à Saint-Pierre-Mont-Limard et à Beaulieu, près de Châteaubriand, donc en Loire-Atlantique, qui sont des permis qui ont été accordés en 2013, je crois. Les 3 nôtres ici, quand je dis les nôtres, c'est parce qu'ils ont été accordés en fin 2014 et 2015, qui sont celui de Merléac, accordé en 2014 et qui couvre 411 km². Et puis le 15 septembre 2015, il y a eu celui de Locquenvel pour 336 km² et celui de Sylviac, donc celui qui nous préoccupe en particulier, sur 174 km². Et un petit dernier qui est annoncé incessamment sous peu en Ille-et-Vilaine, au sud de la ville de Fougères, donc le permis de Dompierre, qui couvrira 166 km². Celui-là, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a informé les associatifs là-bas de l'imminence de la signature du permis. Donc au total, entre les 3 centres bretons et celui de Dompierre, si on ne prend que la Bretagne administrative, on arrive à un total de 1087 km² qui sont ouverts à la recherche minière. Ils sont tous de Variscan. Il y en a 2 autres qui sont dans les tuyaux dans l'arrière-pays brestois. Là, c'est une autre entreprise. Et le permis n'est pas encore mûr, on va dire, pas encore signé. Mais ceux-là, pour l'instant, on sait qu'ils sont dans les tuyaux, mais on n'a pas de précision quant à leur teneur exacte. Alors, tout cela, naturellement, est le fruit de la décision ministérielle de Arnaud Montebourg en son temps, repris par Emmanuel Macron depuis, la décision au niveau du gouvernement de relancer l'activité minière en France pour assurer notre autonomie d'approvisionnement. Le seul problème qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est la logique, puisqu'il n'y a pas de société minière d'exploitation française, et que toutes les sociétés minières qui agissent en Europe sont soit des sociétés australiennes, soit des chinoises, soit des russes ou des canadiennes. Donc en termes d'autonomie de gestion du problème, ça nous paraît un peu compliqué, mais peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc pour zoomer sur celui de Sylviac, vous avez à gauche le périmètre schématisé, avec l'emplacement des 14 communes qui donc sont impactées sur toute ou partie de leur territoire, depuis Plouguer-Nével, Guarec, Plélof-Perrette, l'Escouette-Guarec qui sont en Côte d'Armor, et au sud, Sainte-Brigitte, Sylviac, Léguérec, Séguillan, Locmalo, Malguena, Guerne, Bubry et Melleran, donc qui sont évidemment en Morbihan. Et on vous a mis à droite une carte donc, du même périmètre, mais avec cette fois-ci le réseau hydrographique. Parce que, après lecture et analyse du dossier, il est très rapidement devenu évident
que le big problem, c'est la question de l'eau, à la fois au niveau de la quantité d'eau, qui pourrait être, les volumes disponibles pourraient être perturbés par l'activité minière, selon si ça se fait, et également les problèmes de qualité, parce qu'il y a des risques substantiels de pollution, mais on y reviendra. Donc, les permis Centre-Breton, alors je vais surtout parler des trois, là, Merléac, Silfiac et Locquenvel, visent à localiser et éventuellement à exploiter des ressources en argent, étain, germanium, plomb, or, tungstène, zinc, qui sont les métaux qui sont recherchés sur le permis de Silfiac. Et puis à Locquenvel et Merléac, en plus, ils recherchent aussi du cuivre, et à la place du tungstène, ils recherchent du molybdène à Locquenvel. Les substances connexes, c'est lorsque l'on crée les puits et les galeries pour ouvrir la mine, évidemment il faut décaver des volumes de roches assez conséquents, et donc les substances connexes, c'est tous les minerais qui se trouvent dans ces roches-là qu'on sort pour faire les puits et les galeries d'accès. Et là, la question de savoir si ça rentre dans la liste ne se pose pas, c'est tout ce que l'entreprise estime bon à prendre, ils ont le droit de le prendre. Alors, qui est notre interlocuteur, Variscan Mines? C'est une société française, une société par action simplifiée, qui est une filiale à 100% d'une société australienne qui s'appelle Variscan Mines Limited, celle-là, qui est financée elle-même par des capitaux spéculatifs originaires de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire Taïwan, Singapour, Hong Kong, la Corée également, la Corée du Sud, la Chine, le Japon aussi, et puis également par des capitaux provenant d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ce sont ces sociétés, ces fonds de pension et ces sociétés de capital risque que nous ne connaissons pas trop en France, mais qui sont de redoutables instruments pour les investisseurs et qui ne travaillent que dans le domaine de la spéculation. En fait, ils sont attirés comme les mouches par le miel par des sociétés dont les cours sont élevés. Et puis, dès que ça commence à fléchir, ils prennent leurs billes, ils vont les poser ailleurs. C'est vraiment de l'opportuniste total et pas du tout une gestion de père de famille ou patrimoniale. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que si ces gens-là débarquent chez nous, ce sera de drôles d'interlocuteurs. Les deux principaux dirigeants de Variscan Mines sont Michel Bonnemet, je vais commencer par Jacques Testard, qui est le président de Variscan Mines, qui est aussi président de Variscan Mines France et l'un des directeurs exécutifs de Variscan Mines Australie. Et c'est un monsieur qui a fait toute sa carrière au BRGM. Le BRGM est une émanation du gouvernement français, enfin c'est une agence nationale qui, en fait, BRGM, ça veut dire Bureau de recherche géologique et minière. Et donc, ce monsieur Testard a été pendant 40 ans le directeur du service de prospection minière du BRGM, donc il connaît bien le terrain. Et le directeur général de Variscan France, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Bonnemaison. C'est en général la personne qui se déplace en Bretagne lorsqu'il s'agit de rencontrer les élus, la préfecture ou de faire quelques rares interventions devant le public. Et ce monsieur a été pendant 35 ans le directeur adjoint du service de prospection minière du BRGM. Donc ces deux-là se connaissent bien. Jusqu'à la fin de l'année 2015, le capital social de Variscan Mines France s'élevait à 800 000 €. Et puis, comme ce n'était pas beaucoup quand même, l'entreprise, la société mère, Variscan Mines Australie, a rallongé la sauce en faisant une levée de fonds, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ils n'ont réussi à gratter que 1 million d'euros. Enfin, c'est un peu plus en dollars australiens, mais converti en euros, ça fait 1 million. Et donc, depuis le début 2016, l'entreprise bénéficie d'un capital social de 1,8 million. Ceci dit,
Elle s'est engagée vis-à-vis de l'État français en raison de toutes ces demandes de permis qu'elle a sollicitées et obtenues pour certains d'entre eux. En 2014, le total des engagements de financement pris auprès de l'État français s'élevait à 79 millions d'euros. Donc vous gardez en tête le chiffre de 1,8 million d'un côté et puis 79 millions de l'autre bord. La pente va être raide pour trouver l'argent pour financer tout ça. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, et depuis sa création en 2012, Variscan Mines France enregistre des chiffres d'affaires de 0,0 € année après année. C'est normal, ils font de l'investissement dans les travaux de prospection. Et le résultat d'exploitation, année après année, affiche un déficit qui tourne légèrement en dessous du 1 million d'euros, puisque, c'est pareil, ils investissent de l'argent, mais il n'y a pas de rentrée. Donc, chaque mois, je suppose, la maison mère australienne envoie de l'argent pour financer la paye, financer le bail des locaux, etc., alimenter au quotidien, dans l'espoir qu'un jour, quelque chose se passera qui lui permettra de rentrer dans ses fonds. Mais pour l'instant, on a quand même quelques inquiétudes sur la manière de financer toutes ces opérations. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque les services de l'État, quand ils ont étudié tous les dossiers soumis par Variscan en France, ont systématiquement soulevé la question de savoir quelle était la solidité financière de l'entreprise, parce que ils s'engagent à faire des travaux. C'est la raison pour laquelle on a accordé un permis exclusif, mais s'ils n'ont pas l'argent pour les faire, les conduire, ça va être compliqué. Alors, une autre raison de s'interroger sur la solidité financière de tout cet échafaudage-là, c'est que lorsqu'on regarde sur les sites internet sur la bourse australienne, le cours de l'entreprise Variscan Mines, on a une courbe comme celle-ci. Donc vous avez à gauche les chiffres en 2008, et puis 1er janvier 2016 à droite. Et je ne sais pas si j'ai besoin de faire un long développement, je pense que tout le monde aura saisi la tendance générale. Il y a d'autre part sur Internet des forums d'échange des boursicoteurs australiens, et dont on voit fréquemment passer des commentaires Variscan Mines. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller mettre mes sous chez eux? Je suis piégée maintenant parce que, évidemment, si vous avez investi en 2008 et puis qu'aujourd'hui vous voulez vous retirer, vous n'allez pas faire un bénéfice. Donc les gens ne sont pas très très satisfaits. Et le 1er juin dernier, quand j'ai regardé pour la dernière fois le site, toutes les tendances étaient à la vente forte. Donc, avec une maison mère comme ça qui tient sous perfusion, je cherche le terme, la filiale, on peut se demander quelle est leur marge de manœuvre financière pour continuer à maintenir leur filiale à flot. Alors, un point sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais bon, sinon on va vous garder jusqu'à minuit, donc on va faire court, on va en parler tout de suite, parce qu'on nous accuse fréquemment d'être contre tout, d'avoir des théories abstraites sur pas mal de choses, mais de ne rien présenter de concret, etc. On pourrait faire une réunion entière sur le sujet. Mais nous tenons quand même à dire que nous avons étudié la question, que ce n'est pas directement le sujet des permis miniers, donc on ne va pas trop s'étendre dessus, mais nous estimons qu'il y a plusieurs autres pistes, des pistes économiques et industrielles à exploiter, au lieu d'ouvrir de nouvelles mines en Bretagne et en France en général. Parmi celles-là, la première, c'est celle du recyclage. J'ai repris ici la liste des métaux qui sont recherchés par Variscan, en mettant en rouge le germanium et le tungstène, qui sont les produits phares recherchés sur le permis de Sylviac. La deuxième colonne, c'est les taux de recyclage annuels tels que décrits dans le rapport que le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été consacré en 2013 à la question du recyclage des métaux. Donc les chiffres là que vous avez là sont extraits de ce document-là, qui est digne de foi évidemment. Et puis je vous ai mis en face
les teneurs de roches, de minerais comprises dans la roche, sur particulièrement la mine de Plélof, la mine du Rhône, qui est le point d'intérêt premier pour Variscan. Donc, vous voyez que l'argent, le cuivre, l'étain, l'or, le plomb, le zinc encore plus, puisque c'est 80% de recyclage. Bon, les autres c'est 50%, bon, ça veut dire qu'il y a quand même 50% en gros de marge de progrès à faire. Ça peut valoir le coup de se pencher sur la question. Là où ça atteint des sommets, c'est quand on voit que pour le germanium, le taux de recyclage aujourd'hui dans le monde, pour une tonne de germanium qu'on met sur le marché en 2015 par exemple, on en a recyclé moins de 1%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 99% de cette tonne-là qu'on aurait pu récupérer et qui, pour des raisons de manque de volontarisme politique, d'opportunisme économique, on a préféré mettre dans un incinérateur ou dans une décharge plutôt que de faire un truc intelligent, de désosser la machine et de récupérer les petits bouts de métal. Pour le tungstène, c'est pas tout à fait aussi calamiteux, mais on est quand même qu'à entre 10 et 25%. Donc ça veut dire qu'il y a 75 à 90% de mieux possible. Et ça prend tout son sens quand on voit que produire un lingot de métal à partir de minerais, on appelle ça du minerai primaire, d'extraction, ça nécessite 2 à 10 fois plus d'énergie que si vous aviez travaillé à partir de minerais recyclés, de minerais secondaires. Et vous avez tous entendu parler de la COP21, de la nécessité de baisser notre consommation d'énergie pour limiter l'élévation de la température de la planète. Donc, quand on voit ce type d'observation, on se dit que vraiment le recyclage, ça vaudrait le coup de se pencher dessus. Alors, ça commence tout juste. Actuellement, il y a des lois qui viennent d'être passées en France particulièrement. Mais en France, on est loin d'être les meilleurs de la classe en Europe. Hein. Très très loin. Donc on a beaucoup de chemin à faire. Bon, la dynamique est enclenchée, mais c'est encore assez timide. Et là, bon, tout est possible. Il faut absolument mettre le paquet pour changer la manière de faire de toute la population. Ce recyclage, ça permet de favoriser le phénomène de l'économie circulaire, c'est-à-dire que les matières premières sont constamment transformés en produits qui sont utilisés et puis qui, arrivés en fin de vie, doivent pouvoir être désossés. Et puis on fait un petit tas de chacun des types de matières premières. On met tout ça dans la marmite, on refond en lingots et on recommence. Et ça permet de limiter considérablement les extractions. Pour ça, il y a une étape réglementaire à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas de produits qui sont mis sur le marché, mais dans lesquels différentes matières premières sont fusées ensemble de manière tellement intime c'est très très difficile, sinon impossible, de les reséparer. Donc il faut que désormais les entreprises soient encouragées, mais si elles ne sont pas suffisamment réceptives, il faudra peut-être les y obliger à concevoir leurs produits de telle manière que justement on puisse démonter le mécano et refaire des petits tas de chaque matière première, ce qui veut dire qu'à terme on pourrait, dans un monde idéal, avoir une boucle sans fin qui réutiliserait quasiment tout le temps ou avec un très très faible pourcentage de matières primaires réintroduits de temps en temps. C'est que pour recycler du papier, par exemple, il faut toujours 15% de pulpe de bois neuve pour pouvoir avoir du papier de qualité correcte. Mais donc c'est peut-être comme ça nécessaire pour certains métaux, mais entre 15% et 100%, il y a quand même une marge considérable. Donc l'avantage de ce type de procédure, c'est que ça crée de nouvelles filières industrielles et que souvent ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc on sait tous que les communes, les communautés de communes, les territoires ont des problèmes d'emploi pour arriver à limiter le chômage dans la population. Ça, c'est une piste totalement sûre et vertueuse pour fournir de l'emploi à la population. On verra que les emplois que nous promet Variscan ne sont pas tout à fait du même tonneau. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça permet d'éviter des extractions prédatrices qui relèvent du modèle qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle, où on se sert sur la planète,
on consomme et on jette, avec tous les problèmes de pollution, à la fois pour quand on se sert et quand on jette, ce qui n'est pas du tout un bon plan pour l'avenir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ici vous avez un tableau qui est extrait des documents justement fournis par Variscan-Nin dans la consultation du public. Et ce tableau, c'est le numéro 17, extrait de la notice d'impact de Variscan. Et il récapitule ce que Variscan anticipe comme conséquence, comme impact sur le territoire du fait de ses recherches. Alors vous avez en première partie les effets directs, après les effets indirects, les effets temporaires, les effets permanents et les effets cumulatifs. Donc vous avez différentes rubriques: consommation d'espace, disparition d'espèces animales, perturbation de la faune, atteinte au paysage, pollution de l'eau, odeur, déchets. Enfin bon. Et vous pouvez constater que toutes les colonnes, toutes les cases, sauf une petite dizaine, sont considérées comme n'ayant aucun impact. Et celles qui pourraient en avoir, c'est des impacts faibles. Alors, quand on voit un tableau comme ça, on se dit: c'est pas possible. Et c'est là qu'on a commencé à chercher et à décortiquer et à regarder ce qui n'était pas expliqué dans le dossier. Et là, on a découvert des choses assez stupéfiantes. Parce que, désolé, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors, si on commence par le commencement, la lecture incontournable, c'est celle du code minier, puisque les mines, c'est régi par le code minier. Entre parenthèses, les carrières, c'est régi par le code de l'environnement. Et la différence, c'est qu'il y a certaines ressources du sous-sol, comme les cailloux, en gros, qui donnent lieu à des carrières, et certains métaux qui donnent lieu à des mines. Là, on est dans le domaine de la mine, donc c'est le code minier qui s'applique. Vous avez sans doute tous lu au cours des 4-5 dernières années les péripéties de la réforme du code minier. C'est comme l'Arlésienne, on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais. Donc là, c'est exactement la même chose. Monsieur Montebourg et notre éphémère ministre de l'Environnement à l'époque, Madame Brick, avaient décidé depuis 2012 de lancer une réforme du code minier parce que, de leur avis même, c'était un code qui était obsolète et périmé et qu'il fallait absolument réécrire. Noble ambition, le problème c'est que 4 ans plus tard, on n'a pas beaucoup avancé et on est loin d'avoir le code minier réformé sur la table. Mais pendant ce temps-là, le ministre de l'économie, puisque c'est lui qui s'occupe des mines, continue de signer à bras raccourcis des permis miniers, donc avec un régime juridique qui n'est pas défini, parce qu'on sait très bien que le code minier qui s'applique aujourd'hui, d'ici 1 an et demi peut-être, il aura cessé de vivre. Mais par contre, aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de dire, on a une petite idée quand même, on n'est pas vraiment capable de dire ce que sera le futur code minier. Donc, on a une incertitude réglementaire majeure, ce qui d'ailleurs a conduit le député Philippe Noguès du Morbihan, la députée de Guingamp, Madame Le Houerou, Monsieur Labbé, le sénateur du Morbihan également, à aller voir le ministre en septembre l'année dernière pour lui dire: Monsieur le ministre, calmez-vous un petit peu, c'est pas très raisonnable. Vous signez des permis qui engagent l'avenir alors qu'on n'a aucune idée du cadre juridique. C'est un peu léger tout de même. Ça ne l'a pas arrêté. Parce que le code minier, il a été écrit à partir de 1810 sur les instructions de Napoléon Ier. Alors évidemment, depuis, on lui a fait quelques liftings, mais voilà le contexte. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu poussiéreux. Par contre, il y a un principe qui existe depuis le début, qui est que les substances minières, le sous-sol, appartiennent à l'État qui doit les mettre en valeur. C'est une mission régalienne. Et ça explique beaucoup de choses pour la suite de la démonstration. Alors, ce code minier qui fait 200 pages, on l'a lu attentivement, c'est très intéressant, mais en particulier, il y a 2 articles qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est l'article L132.6 du code